Bonjour à tous. Je me présente donc, je suis Marie-Alette Grard, je suis vice-présidente d'ATD Quart Monde, Agir tous pour la dignité Quart Monde, une ONG qui a 60 ans cette année, qui a pour but d'éradiquer la misère et surtout, notre fondateur, qui était lui-même issu de la misère, avait comme idée assez novatrice, et toujours assez novatrice, de dire que nous pouvons éradiquer la misère en France, dans le monde, mais nous ne pourrons le faire que si nous prenons en compte les pensées et les savoirs des personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Je reviendrai un peu plus loin sur ce qu'est la grande pauvreté. Je continue de me présenter. Je suis, au nom d'ATD Quart Monde, je siège au Conseil économique, social et environnemental. C'est d'ailleurs d'un travail fait dans ce lieu-là dont je viens vous parler particulièrement. Le CESE, donc Conseil économique, social, environnemental, 3e assemblée de notre République, après le Sénat et l'Assemblée nationale. Le CESE est une assemblée consultative qui réunit 233 conseillers, 2 à 3 jours par semaine. Toute la société civile, les 233 conseillers représentent la société civile, c'est-à-dire vous avez les syndicats, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, les artisans, les professions libérales, les associations, j'en oublie bien entendu. Voilà, je souhaite vous décrire quand même la façon dont nous travaillons dans cette 3e assemblée. Parce que parfois, au gré de l'actualité, vous pouvez entendre parler du CESE comme d'un lieu qui ne sert pas à grand-chose et qui coûterait cher à notre pays. En tout cas, c'est le seul lieu où s'exerce pleinement la démocratie, puisque les personnes qui y sont des personnes qui représentent la société civile, qui ont été nommées pour représenter les leurs. Les leurs, les syndicats, je répète, les agriculteurs, etc. C'est surtout un lieu où on travaille tous les sujets qui traversent notre société. En l'occurrence, là, nous allons parler de l'école de la réussite pour tous, que nous avons travaillé dans la section éducation, communication, culture du CESE. Section éducation, communication, culture qui regroupe 30 personnes. 30 personnes de la société civile. Alors pour faire une caricature, on va dire de la FSU au grand patron, autour de la table. 30 personnes qui ne sont pas toutes qualifiées dans le domaine de l'éducation, mais qui sont toutes là pour travailler le sujet qui leur est demandé. Sujets qui nous sont demandés par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat, ou, vous le verrez pour ce travail, encore d'autres possibilités. Je veux noter une dernière chose sur cette façon de travailler au CESE, c'est que si dans les autres assemblées, parfois, les députés ou les sénateurs peuvent s'invectiver de certains noms, dans cette assemblée du CESE, nous travaillons dans un très grand respect les uns des autres. Nous travaillons pour ensemble produire un travail commun sur un sujet. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on essaye de comprendre pourquoi l'autre défend telle ou telle position. Parfois, on ne vote pas ce sujet à la fin du travail, mais voilà, on est vraiment dans un grand respect de l'autre. C'est important parce que je crois que dans notre pays, on a toujours une image de ces assemblées où on est là pour s'invectiver et non vraiment chercher ensemble à avancer, pour faire avancer notre démocratie. Alors, dans la section éducation, communication, culture du CESE, nous avions travaillé sur les inégalités à l'école en 2013,
2012, pardon. Et puis, en 2013, c'est ça, la fin de l'année 2013, fin d'année 2012, excusez-moi, je me trompe dans les années, peu importe. Nous avons travaillé sur la loi de refondation de l'école de la République, une loi d'orientation et de programmation qui donc passe par cette Assemblée pour être ensuite étudiée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis, ce travail ayant mobilisé les forces de cette section, j'ai proposé à la section que nous allions voir dans notre pays les écoles, les collèges, où la réussite de tous est déjà en marche. Parce qu'on a plutôt tendance dans notre pays à montrer du doigt ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas, que ce qui marche. Donc, proposition d'aller voir ce qui permet la réussite de tous dans les écoles et les collèges de notre pays. Mais qu'est-ce que la réussite de tous? Pour ce travail, pour nous, conseillers du CESE, il faut d'abord se dire qu'est-ce que la réussite de tous? Alors nous discutons, nous dialoguons, nous nous mettons d'accord pour dire que pour ce travail, pour nous, là, la réussite de tous, c'est que les élèves arrivent à la fin du collège et acquièrent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et qu'ils choisissent leur orientation. Voilà ce qu'est la réussite de tous pour les conseillers du CESE. Alors ce travail est atypique pour un travail du CESE pour deux raisons. La première, c'est que, hasard du calendrier, lorsque nous allions démarrer ce travail au CESE, Jean-Paul Delahaye a démissionné de son poste de DGESCO, directeur général de l'enseignement scolaire. Vous savez, au ministère, il y a le ministre et il y a le DGESCO qui, en gros, est responsable de toute l'administration, de toute l'éducation nationale dans son ensemble du point de vue de l'administration. Et donc, il démissionne de ce poste et il reçoit mission du ministre de l'époque, puis de la ministre suivante, Madame Najat Vallaud-Belkacem, une mission sur grande pauvreté, réussite scolaire, dans laquelle il est écrit qu'il doit travailler avec la rapporteure du CESE, qui va travailler sur l'école de la réussite de tous. Donc, nos travaux sont étroitement liés. Lui est venu tout le temps de nos travaux pendant 9 mois au CESE, siéger au CESE comme un conseiller du CESE, faire les auditions, parce qu'au CESE, lorsque nous travaillons un sujet, nous faisons, vous le voyez là, nous avons fait 200 auditions, mais en règle générale, nous faisons 8 à 10 auditions en section, puis quelques auditions privées. Là, le sujet est d'importance. La réussite de tous, c'est aussi l'avenir de notre pays. Parce que si les enfants continuent de ne pas réussir à l'école en masse, en nombre, comme c'est le cas depuis trop d'années, c'est inquiétant pour un pays, quel qu'il soit, même le nôtre. Donc ce sujet en vaut la peine et nous avons fait plus de 200 auditions avec Jean-Paul Delahaye dans des académies, nous avons rencontré en section au CESE, nous avons auditionné des inspecteurs, des enseignants, des sociologues, des chercheurs, des parents d'élèves, des élèves. Et puis, dans les auditions privées, ce fut bien plus large et, on l'espère, bien complet. Parce que le sujet est vaste. Le sujet concerne la réussite de tous, mais également, étant vice-présidente d'ATD Quart Monde, d'une ONG qui lutte contre la grande pauvreté depuis 60 ans, je n'imaginais pas de faire un tel travail sur l'école de la réussite de tous sans travailler, sans réfléchir avec les parents qui vivent dans la grande pauvreté,
qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Alors je m'excuse, je vais vous dire une chose. Je me lance toujours un défi, c'est qu'il n'y en ait plus qui bavardent. Si c'est possible, au moins pendant un petit quart d'heure, pour que je me concentre, parce que là je sens que j'ai oublié des points importants. Et du coup, voilà, je m'excuse. Là, je démarre, donc j'ai besoin de votre attention. Après, si vous sentez que vous avez besoin de vous échapper, j'ai pas de souci. Mais interrompez-moi si vous avez des questions à poser. N'hésitez surtout pas. Interrompez-moi, ça ne me pose pas de problème. J'ai voulu que ce sujet, nous le travaillions avec des personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Donc, je vous redis, 30 personnes de la section éducation, 30 conseillers du CESE, qui viennent de tous les horizons de la société, qui travaillent, qui font des auditions en section, qui travaillent le sujet, qui viennent aux auditions privées s'ils le souhaitent. Et en parallèle de cette section du CESE, 30 personnes, 5 chercheurs, 5 enseignants, tous en activité bien entendu, 5 acteurs de quartier, ce sont des éducateurs, ce sont des responsables de centres sociaux, etc. 5 parents solidaires. Des parents solidaires, à ATD Quart Monde, nous les nommons ainsi parce que ce sont des parents qui mettent leurs enfants dans l'école, dans le collège du quartier, qui ne font pas l'évitement scolaire et qui sont attentifs à tous les parents, à tous les enfants, et particulièrement ceux qui sont les plus en difficulté. Et puis 10 parents qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Il s'agit pour ce groupe de 30 personnes, d'abord de faire connaissance. Ils ne se connaissent pas. Ils viennent de toute la France. Ils ont des expériences très différentes. Et le but pour eux, c'est de venir, après avoir travaillé sur les 8 auditions officielles que nous avons fait en section au CESE, après qu'ils aient travaillé sur les textes de ces 8 auditions, ils doivent venir au CESE, pendant 3 réunions de 3 heures, travailler avec les conseillers pour faire émerger des sujets sur cette école de la réussite de tous. Pour dire, voilà, ensemble, nous, tous si différents, issus d'une société très hétérogène, voilà ce que nous proposons pour cette école de la réussite de tous. Alors, ce groupe a travaillé 7 journées complètes en tout, avant de venir au CESE, travailler avec les conseillers du CESE. Et pour démarrer le sujet, bien entendu, on pose la même question qu'au CESE. Qu'est-ce qu'une école de la réussite de tous, pour chacun de nous ici ? J'appelle ce groupe le groupe croisement, parce que nous travaillons avec la technique du croisement des savoirs et des pratiques mises au point par ATD Quart Monde, qui fait qu'on travaille par groupe de pairs, PAIR. Les personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté, les chercheurs, les enseignants, les parents solidaires. Chacun, nous avons la même question. Mais chaque question, nous la traitons d'abord par groupe de pairs. Et ensuite, nous croisons nos réponses dans une grande écoute mutuelle. Ensuite, dans un 3e temps, nous pouvons dialoguer sur ce que chaque groupe a amené comme réponse à cette question. Alors la première question, qu'est-ce qu'une école de la réussite de tous pour chacun de nous ? Je vous rassure, je ne vais pas vous raconter ce que chacun des groupes a dit dans le détail. Mais juste pour les parents qui vivent la grande pauvreté, parce qu'il faut qu'on se comprenne bien sur la grande pauvreté. Au fur et à mesure de mon propos, je vais vous distiller ce qu'est la grande pauvreté et voilà, ce que vous rencontrez au quotidien, certainement dans votre pratique d'enseignant, qui n'est pas simple, qui est loin d'être simple, et pourquoi les familles réagissent ou pas de telle façon. Et donc les parents qui vivent dans la grande pauvreté, sur cette question de l'école de la réussite de tous, ils ont dit, nous n'avons qu'une phrase à dire, une seule phrase, qu'au moins nos enfants sachent lire et écrire. Qu'au moins nos enfants sachent lire et écrire. Vous voyez la différence entre les conseillers du CESE qui disent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et les parents qui vivent dans la grande pauvreté, qui, par leur expérience, baissent l'ambition
pour leurs enfants, alors qu'en fait, ils ont, comme tous les autres parents, comme vous, comme moi, comme tous les parents, l'ambition que leurs enfants réussissent à l'école, que leurs enfants réussissent même mieux qu'eux à l'école, qu'en tout cas, ils aient une vie meilleure qu'eux en étant adultes. Ce groupe est donc venu au CESE. Je vous montre ici des photos dans la section éducation du CESE, troisième assemblée, je répète, de la République. C'est pas simple. C'est le palais d'Iéna. C'est un palais de la République. Donc on se retrouve dans une salle où, ma foi, chacun de nous a un micro et on se fait du Monsieur le Président, etc. Et les rapports sont quand même, je vous le disais tout à l'heure, très respectueux, mais mes collègues ne sont pas habitués. On est habitué à travailler ensemble, entre collègues, mais comme dans la société, comme partout dans la société, c'est comme si je débarquais cet après-midi dans votre amphithéâtre avec une quinzaine de personnes qui vivent dans la grande pauvreté et que tout à coup, elles intervenaient pour venir vous dire combien leur scolarité a été difficile et quelles idées elles ont pour l'école de demain, pour cette école qui doit permettre la réussite de tous. Eh bien, ce n'est pas facile, parce que nous n'avons pas l'habitude dans notre société de prendre le temps d'écouter ceux qui sont différents, de connaître et de reconnaître l'autre qui est si différent de moi. Un de mes collègues, professeur, enseignant de philosophie, dit ceci, à la fin de notre travail, lorsque nous avons une séance plénière dans un hémicycle, vous pouvez le regarder sur le site, pour présenter le travail, à la fin de notre travail, on a un hémicycle comme dans les autres assemblées, et puis on présente le travail de façon plus ou moins formelle suivant les travaux. Pour ce travail-là, évidemment, j'ai fait participer les personnes qui vivent dans la grande pauvreté pour la présentation. Mais un de mes collègues qui est enseignant, qui était très bousculé comme les autres par ces séances ensemble que vous voyez là, à la fin de la première séance, m'a dit « Mais tu vois, je pensais que les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, j'en connais dans mon quartier, comme ça, de vue, et puis qu'on allait travailler ensemble comme ça facilement. » C'est pas si simple de se reconnaître tous en possession d'un savoir à égalité et d'accepter de travailler comme ça, à égalité, avec des personnes que de visu, je vois si différentes de moi, et pour lesquelles, je pense, qu'elles ont un savoir très différent du mien. Voici ce qu'il dit à la dernière séance, à la séance plénière, donc, sur ce moment de travail ensemble. La rapporteure a donné la preuve que c'était possible. En 3 ou 4 séances, la section s'est élargie à des chercheurs, des enseignants, des parents critiques, mais à l'aise avec le cadre scolaire, des acteurs de quartier, et de nombreux acteurs et de nombreux parents, en situation de grande pauvreté. Après un temps de méfiance réciproque, comme dans la vie des écoles, la confiance s'est instaurée. Les personnages sont devenus des personnes vivantes, aux prises avec les réalités de l'école. Nous avons échangé sur la confiance et la méfiance entre les protagonistes de l'école. Mais les paroles étaient portées par le vécu d'une confiance a priori improbable. Personne n'a parlé au nom des parents en situation de pauvreté économique et culturelle. Ce sont eux qui se sont exprimés et leurs propos devenaient clairs pour tous. Les prérequis de l'inclusion sont donc possibles. Le croisement de tous les acteurs de l'école est possible. Ce sont les premiers pas qui sont difficiles pour faire tomber les murs de la méfiance. Et c'est bien ça qui nous occupe. Ce sont les premiers pas qui sont difficiles pour faire tomber les murs de la méfiance.
Alors, au début de mon propos, je vous disais que dans cet avis, d'ailleurs, il y en a beaucoup dans cet avis, on en a rencontré encore plus qu'il n'y en a décrit, mais dans cet avis, il y a beaucoup d'exemples d'écoles, je vais vous demander un verre d'eau, parce que sinon je ne vais pas tenir le choc, d'écoles ou de collèges où la réussite de tous est déjà en marche. Vous les verrez. Ce ne sont pas des exemples d'enseignants super militants, incroyables, qu'on n'arriverait pas à suivre. Ce sont des exemples d'enseignants qui croient que la réussite de tous est possible. Ils ont ça comme point commun. Je ne vais pas vous les donner là. Je vais peut-être vous décevoir, peut-être vous auriez envie que je vous donne des exemples, mais dans notre conversation, je pourrais vous en donner. Je ne vais pas vous en donner là, vous les lirez dans la vie si vous le voulez, je pourrais vous en faire envoyer, vous verrez à la fin. Mais ce que je veux vous dire là, il est d'abord important pour moi de vous dire où nous en sommes dans notre pays, sur la pauvreté et la grande pauvreté. Vous dire ce qu'est la pauvreté et ce qu'est la grande pauvreté. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. Il s'agit de se dire les choses et de comprendre. Parce que lorsque l'on comprend, on peut commencer à se connaître et à se reconnaître. Il y a dans notre pays 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, juste quelques-uns pour cerner l'affaire. 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Parmi ces 9 millions de personnes, il y en a 2,4 millions qui vivent dans la grande pauvreté. Et vivre dans la grande pauvreté, c'est d'abord vivre avec moins de 500, entre 0 et 500 € par mois, mais c'est surtout, et ça, c'est une définition qui a été votée par le Conseil économique et social en 1987, qui a été reprise dans un certain nombre de textes de loi, qui a été reprise par l'ONU, et qui dit ceci: la précarité, la pauvreté, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence et qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même. Ce qui veut dire que quand on vit dans la grande pauvreté, on a des soucis dans le domaine du logement, de l'emploi, de l'éducation, de la santé, etc. Que c'est terriblement durable, qu'on ne tombe pas dans la grande pauvreté du jour au lendemain. Ça, non, ça n'arrive pas. Il faut du temps, mais il faut aussi beaucoup de temps et d'énergie aux personnes elles-mêmes pour pouvoir sortir de la grande pauvreté. C'est terriblement héréditaire, la grande pauvreté. Terriblement héréditaire. Malheureusement, je vais boire un coup, ça va aller mieux. Ne vous relâchez pas, on continue. La grande pauvreté, dans notre système scolaire, il y a 3 millions d'enfants, de jeunes, dans le système scolaire obligatoire. Ça veut dire qu'il y en a partout, c'est pour ça que j'insiste que vous écoutiez tous, excusez-moi. 3 millions de jeunes, d'enfants, qui vivent dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Parmi ces 3 millions, 1,2 million qui vit dans une famille qui vit dans la grande pauvreté. Donc, qui vit de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel,
ou dans un logement insalubre, où on est en incapacité de faire les devoirs qui sont demandés pour l'école, où on est en incapacité de raconter ce qui s'est passé dans la journée à l'école. Quelques chiffres encore, parce que l'éducation nationale produit des chiffres qui sont fort intéressants. C'est la direction à la prospective, l'ADEP, qui produit ces chiffres. C'est fort intéressant. Parce que ça montre l'inflexion de notre système scolaire depuis une quinzaine d'années, d'orienter, dès le plus jeune âge, les enfants de milieux très défavorisés vers des filières spécialisées, voire vers des filières du handicap. Et ainsi, on retrouve en école élémentaire 76% d'enfants de milieux défavorisés. Alors je ne sais jamais si c'est les CLIS ou les Ulysse, comme ça a changé de nom, je ne sais plus. Ulysse. Voilà, en Ulysse, ils sont 84% en SECPA. 84% des jeunes qui sont en SECPA sont issus de milieux défavorisés. Il y a 3% de jeunes de SECPA qui sont issus de familles de cadres. Ça ne veut pas dire que tous les enfants de cadres doivent être en SECPA, mais ça veut dire que ça doit nous interroger. Parce que 84% de jeunes issus de milieux défavorisés en SECPA, ce n'est pas normal. Ça doit nous interroger, et en tout cas, pour nous à TD Quart Monde, et pour nos partenaires que sont les principaux syndicats de l'éducation, que sont les mouvements pédagogiques, que sont les fédérations de parents d'élèves et l'éducation nationale elle-même, nous y travaillons. Nous travaillons à réfléchir à cette orientation des enfants de milieux très défavorisés dès le plus jeune âge vers ces filières spécialisées, parce que on n'y verrait aucun inconvénient si, quand ils sortent de SECPA, ils vont dans une filière qui leur permet d'avoir un métier qui leur plaît et qui débouche sur un métier qui vraiment leur plaît, qu'ils ont choisi, qu'ils ont envie d'exercer. Hélas, ce n'est vraiment pas le cas. Nous avons mis dans cet avis les parcours scolaires des enfants, des parents qui ont travaillé avec nous, qui vivent dans la grande pauvreté et qui ont travaillé avec nous pour cet avis. Vous les verrez, c'est assez édifiant. Je vous invite à les lire. Alors, si on voulait résumer les 59 préconisations de cet avis, qui est, je le répète, un avis positif, un rapport positif, qui dit que dans notre école, il y en a à foison des écoles et des collèges qui sont sur le chemin de la réussite de tous, de permettre la réussite de tous. Alors toutes ces écoles et ces collèges, je vous le disais tout à l'heure, ont un point commun. L'école inclusive, qui ne laisse aucun élève sur le bord du chemin. Mais elles ont aussi ces 4 points que vous voyez là. Alors je vais vous les détailler, parce que on a besoin de ces 4 points pour avoir vraiment la réussite de tous, pour que cette démarche de la réussite de tous soit en route et qu'aucun élève ne soit laissé de côté. Un premier point qui peut paraître anecdotique et qui pourtant est essentiel et n'est pas si simple, que les enseignants travaillent en équipe. Alors je sais que les SP font des efforts, et maintenant vous avez davantage d'enseignements dans ce sens, mais soyons réalistes. Les enseignants, dans leur très grande majorité, et ce n'est pas, j'ai un immense respect pour tous les enseignants, c'est un travail difficile
compliqués, j'en rencontre à longueur d'année. J'en ai rencontré plus de 35 000 depuis 2 ans. Donc, vous voyez, j'en ai quelques-uns à mon actif avec qui j'ai discuté, mais dans leur très grande majorité, disons-le, ce sont de bons élèves et qui n'ont pas eu besoin, pour y arriver, si ce n'est de discuter ensemble, de travailler en équipe. Et du coup, le travail en équipe, c'est pas forcément inné comme ça. Alors les nouveaux programmes, un petit écart. Pour votre culture, c'est quand même important. C'est la première fois dans notre système scolaire que les programmes de la maternelle à la 3e ont été revus d'un seul tenant. D'un seul tenant. Alors, on pourrait dire par une seule équipe, mais c'est pas ça. Oui, par une seule équipe, mais une équipe très large, qui s'est fait aider, qui vraiment, c'était d'un peu partout. Je vais vous donner un exemple. Ces nouveaux programmes, ils ont été mis en place il y a déjà plus de 2 ans en maternelle. Les programmes de maternelle, on n'en a pas entendu parler quand ils ont été mis en place. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été écrits une première fois. Et ça aussi, c'est la première fois dans notre système scolaire. Mais les journalistes ne nous racontent jamais ces choses-là. C'est bizarre. Parce que c'est des choses positives et qui font bien avancer le dialogue entre nous, qui est tellement important pour permettre à tous de réussir. C'est donc la première fois, ils ont été écrits, voilà, par un groupe de personnes, des consultés, des personnes qui sont compétentes pour les jeunes enfants, par le Conseil supérieur des programmes, mais par un groupe plus élargi. On consulte tous les enseignants. 85% des enseignants nous ont répondu. Une consultation où il y a 85% des gens qui répondent. On n'en connaît pas beaucoup des comme ça. Eh bien, nous en avons tenu compte parce que justement, le Conseil supérieur s'est élargi pour revoir sa copie à partir des réflexions des enseignants, faire venir, par exemple, des gens qui sont spécialistes du jeune enfant, Montessori et d'autres, le GFEN, etc., pour vraiment tenir compte des remarques des enseignants et réécrire une nouvelle mouture des programmes de l'école maternelle. Donc je reviens au travail en équipe. Ce travail en équipe, il est en filigrane partout, tout le long des nouveaux programmes. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et quand vous les regardez, ces nouveaux programmes, vous voyez bien que le travail en équipe, il va vraiment avec la réussite de tous, parce que dans l'école élémentaire, comme dans le collège, si les enseignants se parlent des élèves, ça profite terriblement aux élèves, terriblement, dans le bon sens. Deuxième point, que tous les parents soient accueillis à égalité à l'école. Vous l'imaginez, étant d'une association où on est avec des parents à longueur d'année, ça nous tient très à cœur. Mais c'est vraiment un point très très important. Il n'y a pas qu'ATD Quart Monde qui travaille ce point-là. Il faut vraiment que tous les enseignants aient à cœur d'accueillir tous les parents à l'école. Alors il y a des petites merveilles dans notre système scolaire. Allez les regarder. Allez regarder, je crois que c'est sur le site de l'IFE, l'Institut français de l'éducation, les vidéos de Catherine Hurtig de Lattre. C'est une enseignante, une directrice d'école maternelle à Lyon. Alors, elle est aussi dans cet avis, mais les vidéos où elle parle, c'est encore mieux que dans l'avis du CESE. Elle vous raconte tout le soin qu'elle prend pour pouvoir avoir un entretien individuel avec chaque parent. Chaque parent de son école, elle souhaite le rencontrer en entretien individuel. Et ça change tout.
Ça change tout pour le parent. Peut-être ça peut vous paraître anecdotique, et pourtant. Ça change tout pour le parent qui, pour la première fois, est reconnu là comme le premier éducateur de son enfant. Les parents qui vivent dans la grande pauvreté, ce sont des parents qui, à longueur d'année, et loin de moi la moindre critique lorsque je dis ça, sont accompagnés par des professionnels dans le champ social, assistants sociaux, éducateurs. Mais nombre d'entre eux nous disent que lorsqu'ils ont un entretien comme cela, avec un enseignant, en tête à tête, où l'enseignant ne commence pas par dire ce qu'il sait, par dire ce qui va se passer à l'école, mais commence par écouter le parent, entendre le parent et ce qu'il a à dire de son enfant. Eh bien, les parents nous disent, c'est la première fois qu'on me parle comme si j'étais le premier éducateur de mon enfant, ce qui est quand même la moindre des choses. Et puis, pour ces parents, c'est oser venir à l'école, ce qui n'est pas simple. L'école, lieu d'échec, lieu où on a voulu réussir et où l'on n'a pas réussi, oser revenir alors que l'on mise tout pour son enfant, pour qu'il réussisse à l'école, oser revenir à l'école, et bien là, Catherine l'explique très bien, mais d'autres enseignants partout en France le font aussi, il faut mettre beaucoup de soin pour inviter ses parents à venir à l'école. Une petite carte personnalisée. Ça peut paraître banal, et pourtant, c'est tellement, tellement important. Et si le parent n'est pas disponible ce jour-là, à cette heure-là, insister, reproposer, reproposer. Et finalement, tous les parents viennent. Il y a d'autres enseignants qui ont tenté autre chose pour faire venir tous les parents à l'école. Ils ont voulu faire des moments d'apprentissage, donc ouvrir leur classe pendant une demi-heure et faire venir des parents, 2 familles à la fois, pour venir assister à ce moment d'apprentissage. Pendant une demi-heure, au fond de la classe, ils assistent, les consignes sont claires. Ils viennent, ils ne parlent pas pendant une demi-heure, ils sont vraiment au fond de la classe pour assister. Ensuite, ils pourront dialoguer avec l'enseignant. Là, je veux vous parler du conflit de loyauté. On n'en parle pas assez dans notre système scolaire. Ce conflit de loyauté qui empêche tant et tant d'enfants d'apprendre à l'école. Vous savez ce que c'est ? Réagissez. Pas avec votre voisin, mais avec moi. Le conflit de loyauté. Vous savez ? Non. Merci. Alors c'est un peu ça. Le conflit de loyauté, c'est quelque chose d'inconscient chez un enfant, chez trop d'enfants dans notre système scolaire. Quand c'est inconscient, il bloque les apprentissages dans sa tête, quand il sent que le langage qu'il entend à l'école, ce qu'il vit à l'école, est tellement différent de ce qu'il vit, de ce qu'il entend à la maison, que du coup, il ne rentre pas dans les apprentissages de peur de trahir son milieu, de peur de trahir ses parents. Du coup, il bloque les apprentissages dans sa tête. Et ça, je vous assure, c'est terrible. Quand on voit des adultes qui, à 35, 40 ans, tout d'un coup, ce conflit de loyauté se dénoue. Mais c'est trop tard. Enfin, il n'est jamais trop tard. Mais enfin, quand même, si on pouvait le dénouer à l'école. Alors, ces enseignants qui ont pris le temps d'accueillir les parents, un par un comme Catherine, ou dans un moment d'apprentissage, dans la classe, toute autre façon, ils se rendent compte, c'est pas magique, mais quand même, ils se rendent compte que des enfants
qui étaient vraiment bloqués dans les apprentissages, à la suite de ce moment où leur parent est reconnu comme les autres adultes de l'école, à égalité des autres, eh bien ces enfants, petit à petit, dans les semaines qui suivent, ils rentrent dans les apprentissages. C'est très important, très important. Les parents nous ont fait une réflexion que je n'imaginais pas. Ça fait 35 ans que je suis auprès, je ne suis pas du tout issue de la grande pauvreté, mais ça fait 35 ans que je suis auprès de personnes qui vivent dans la grande pauvreté, et je dois dire que cette réflexion-là m'a surprise. C'est de me dire, mais tu sais, à la suite, comme vous prenez le temps de bavarder, moi je prends le temps de boire. J'insiste, je me permets, parce que j'étais une élève hyper dissipée quand j'étais jeune, donc du coup, je me permets. Donc ces parents-là, ces parents qui vivent la grande pauvreté, nous ont dit, mais moi, d'être venue dans la classe, du coup, le soir, je m'autorise à poser des questions à mon enfant. Avant, je ne m'autorisais pas à poser des questions à mon enfant. Vous savez, du style, ça s'est bien passé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait avec la maîtresse? C'était quoi le cours de maths? Des questions qui peuvent paraître tellement bêtes, tellement insignifiantes, qu'on n'a même pas imaginé un instant que des parents ne s'autorisent pas à les poser à leur enfant. Pourquoi ils ne s'autorisent pas? Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en décalage avec le langage de l'école, qu'ils sont en décalage avec le langage des enseignants, et que du coup, ils ont peur de mettre leur enfant en difficulté. Du coup, ils ne s'autorisent pas à poser ces questions. Et ça, c'est très important. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des chercheurs. Allez voir les travaux d'Agnès Van Zanten, de Stéphane Bonnery. Ils en parlent. Et c'est très important. Allez voir les conférences de... cette inspectrice générale spécialiste de la maternelle, Viviane Bouys. Allez voir les conférences de Viviane Bouys sur Internet. C'est passionnant. Elle parle du jeune enfant et justement de cette attention au jeune enfant qui est si importante. L'importance des questions le soir au jeune enfant. Combien ça le fait rentrer dans les apprentissages. Combien il ose rentrer dans ce que l'école lui propose. Et que sinon, il se fait une carapace. Et il ne rentre dans rien de ce que l'école lui propose. Et vous vous dites... mais j'y arrive pas avec celui-là, et j'en ai assez, il veut rien savoir. Mais c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Vous savez, lorsqu'un enfant de milieu très défavorisé arrive à l'école, et c'est Viviane Bouys qui le dit, il a 1000 heures d'écoute, d'histoire de moins que votre enfant, que mon enfant. 1000 heures d'écoute, d'histoire de moins à 3 ans. Alors oui, l'école ne peut pas tout, ne peut pas combler toutes les lacunes, mais l'école peut beaucoup et doit beaucoup à chaque enfant de notre société. Les pédagogies. Alors, nous sommes au CESE, la société civile, et nous nous sommes permis de parler de pédagogie. Un inspecteur, un ancien recteur, pardon, je m'excuse pour lui, nous a dit, en section éducation, il était présent à ce moment-là, mais de quel droit vous mêlez-vous de la pédagogie, vous qui n'y connaissez rien? Mais du droit que d'avoir fait autant d'auditions, plus de 200 auditions, et de se rendre compte que toutes les pédagogies ne se valent pas, qu'il y a des pédagogies qui ne permettent pas du tout la réussite de tous, et que des enseignants sont en but, à longueur d'année, à se dire, mais ces enfants-là, ils ne peuvent pas réussir, ils ne réussiront pas, parce qu'ils n'ont pas les bons outils entre les mains, parce qu'ils ne sont pas formés aux pédagogies qui permettent davantage la réussite de tous. Alors citons-les, il n'y a pas que moi qui les cite, Jean-Paul Delahaye, dans son rapport, cite les mêmes pédagogies, pédagogie de la coopération, pédagogie différenciée, pédagogie explicite. C'est terrible d'entendre un enseignant vous dire au mois de novembre, c'est une enseignante que nous avons visitée avec Jean-Paul, dans un quartier très défavorisé, c'est vrai,
c'est pas simple. Les enfants ont des vies très très difficiles et c'est pas simple le quotidien. Cette enseignante a 14 élèves dans sa classe. Alors moi je suis une optimiste incorrigible. On arrive dans sa classe, il y avait des tables de 3 ou 4 élèves. Et comme je suis une fanat de la pédagogie de la coopération, je dis à Jean-Paul, au fond de la classe, dissipé comme je suis, je lui dis, mais elle doit faire de la pédagogie de la coopération. Lui, c'est un inspecteur, un vieux routier. Il me dit, on va voir. Et donc, nous passons 1 heure à regarder ce qui se passe dans la classe. Et à la fin de l'heure, c'est pas du tout pour la critiquer, mais c'est pour comprendre comme certains peuvent être en butte, et il faut que ces enseignants, ils osent aller demander des formations, demander d'autres choses pour être soutenus dans leur quotidien. Et à la fin de l'heure, elle nous dit, eh bien là, vous voyez, cette table, ce groupe-là, c'est les meilleurs, là, ils sont moyens, et ceux-là, c'est fichu. On était au mois de novembre. Ça vous fait rire, en fait, ça nous ferait plutôt pleurer, hein, vous êtes d'accord ? C'est terrible, c'est insupportable d'entendre un enseignant dire à n'importe quel moment de l'année, c'est fichu, c'est impossible. Donc à la fin de l'heure, on lui dit, mais vous connaissez la pédagogie de la coopération, il faut que vous ayez une formation, il faut que vous soyez soutenus. Non, ça va bien comme ça. Enfin, c'est compliqué hein, d'oser changer ces méthodes, d'oser aller chercher d'autres choses. Ayez ça en tête. Vous êtes en formation, ayez en tête d'être toujours curieux, de toujours vouloir aller chercher ce qui va permettre à tous de suivre ce que vous leur proposez. Vous savez, à ATD Quart Monde, il y a des enseignants qui sont comme moi, alliés, qui travaillent, qui ont un job, et ils sont enseignants et alliés d'ATD Quart Monde. Et il y en a beaucoup qui disent que ça a changé leur pratique, et qu'en tout cas, leur pratique, elle part de celui qui a le plus de mal dans la classe pour faire réussir tous les élèves. Il n'y a pas qu'à ATD Quart Monde qu'on dit ça. Lisez, toujours la même, je m'excuse, j'ai quelques références avec elle, j'ai travaillé un peu avec elle, mais Agnès Van Santen le dit très très bien dans ses livres. C'est vraiment très intéressant. Partir de l'élève qui a le plus de mal dans la classe pour faire réussir tout le monde. C'est possible et c'est pas dommageable pour ceux qui réussissent très bien. Retenez bien ça, ce n'est pas du tout dommageable pour ceux qui réussissent très bien. Alors il y a de nombreux pédagogues qui parlent de ça, il y a de nombreux sociologues également, vraiment c'est très intéressant. La pédagogie de la coopération, quand même, un petit mot dessus. Un chercheur aussi, pour en nommer un autre, Sylvain Connac, chercheur à Montpellier, enseignant à Montpellier, qui parle énormément de la pédagogie de la coopération, qui la pratique beaucoup, et qui dit ceci sur la pédagogie de la coopération. La pédagogie de la coopération prend en compte l'individu en le sortant de l'anonymat du cours magistral, avec 2 avantages pédagogiques forts. Pour les tutorés, appartenir à un réseau d'échanges en mesure d'apporter des informations rapides et efficaces. Pour les experts, voir leurs apprentissages se renforcer, devenir des personnes ressources, participer à une communauté de solidarité. Alors je redis bien, dans la pédagogie de la coopération, ça marche dans les 2 sens. Pour être un peu caricatural, je dirais que celui qui est bon en maths va aider celui qui est mauvais en maths, mais celui qui est mauvais en maths et qui est bon en sport va aider celui qui est bon en maths et mauvais en sport. C'est une caricature, mais ça se retrouve souvent un peu, c'est un peu corrélé souvent ces choses. C'est vraiment tout à fait caricatural. Allez-y. Sylvain Connac, sur la pédagogie de la coopération. Sylvain Connac. Voilà. La pédagogie de la coopération, elle a ses limites, comme toute pédagogie, mais franchement, elle permet des choses absolument incroyables. Une gouvernance... Allez-y, vous vouliez me poser une question, allez-y.
Freinet, bien sûr. Alors, si vous voulez que je vous donne un exemple sur Freinet, nous sommes allés rencontrer, peut-être vous connaissez cet exemple, mais c'est toujours intéressant, il y en a toujours quelques-uns qui ne connaissent pas, c'est important de se partager. Il y a un vivier de connaissances dans l'éducation nationale qui est formidable. Vous avez accès à plein de choses. Nous sommes allés, avec le groupe Croisement d'ailleurs, les conseillers du CESE et le groupe Croisement, nous sommes allés auditionner des enseignants à Mons-en-Barreuil. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, dans la banlieue de Lille. Mons-en-Barreuil, une banlieue de Lille, une école où l'éducation nationale s'est retrouvée avec... c'est un quartier... Alors j'ai horreur de dire un quartier difficile parce que j'habite un quartier comme ça et j'aime pas dire que j'habite un quartier difficile, si vous voulez. C'est un quartier où, ben oui, on est plus mélangé que dans d'autres quartiers. Voilà. Mais en tout cas, dans cette école, l'éducation nationale était en but à beaucoup de violence, à beaucoup d'enfants, de parents qui enlevaient leurs enfants de l'école, une grosse diminution d'effectifs parce qu'il y avait beaucoup de violence et beaucoup d'échecs dans cette école. Ils ont donc décidé, et je dis bien l'éducation nationale, a décidé d'expérimenter dans cette école, de mettre en lieu et place de l'équipe enseignante qui était là, oui, ils ont réparti ailleurs, ils ont mis des enseignants qui avaient 5 ans de pratique Freinet dans cette école. Donc, voilà, ils mettent une équipe enseignante qui a toutes 5 ans de pratique Freinet dans cette école. Et, parce que ça ne sert à rien de juste mettre comme ça que des enseignants Freinet, il faut quand même observer les choses et puis ensuite pouvoir voir ce que ça produit. Donc une équipe de chercheurs de l'Université de Lille, menée par Yves Reuter, a suivi cette expérimentation, qui dure d'ailleurs, hein, ça fait plus de 12 ans maintenant, donc ça ne s'appelle plus une expérimentation, mais ils ont suivi ce travail, ils continuent de suivre ce travail, et c'est vraiment très intéressant. Ils ont produit un livre qui raconte les 5 premières années de l'équipe Freinet dans cette école, ce qu'ils ont trouvé dans cette école. La directrice que je suis allée rencontrer avant que la section vienne les auditionner, etc., me racontait ce climat qu'ils ont trouvé dans l'école en arrivant. Un climat de grande violence. Vous savez, une école où les parents n'ont pas le droit de rentrer, c'est jamais bon signe. Et là, en l'occurrence, il y avait à 5 mètres devant la porte d'entrée une grande ligne blanche pour dire aux parents « Stop ! Là, vous vous arrêtez, vous n'allez pas plus loin. » Et ce genre de choses, malheureusement, provoque violence et choses comme ça et bien d'autres choses. Voilà, donc c'est très intéressant. Yves Reuter a fait un livre là-dessus. C'est vraiment très intéressant pour montrer ce que ça produit. Ce qui est dommage, c'est que l'éducation nationale n'en tire pas d'autres leçons pour reproduire davantage, si ce n'est au bout de 12 ans, lorsque nous avons fait cette audition à Mons-en-Barreuil, avec le DAZEN de l'époque et du coin, du Nord, qui a dit à ce moment-là à l'équipe enseignante « Mais il est temps que vous alliez essaimer et il est temps que vous accueilliez, parce que pendant tout un temps, ils n'étaient pas au mouvement, donc ils n'accueillaient pas de nouveaux enseignants. Donc il est temps que vous accueilliez de nouveaux enseignants qui n'ont pas été formés à Freinet, et comme ça, vous ouvrir davantage. » Dans les 4 points essentiels, il y a la gouvernance. Cette gouvernance bienveillante et exigeante. Bienveillante et exigeante. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là au CESE ? On fait une première recommandation, préconisation, qui est de dire, si on demande aux enseignants de travailler en équipe, eh bien nous demandons que les enseignants soient inspectés en équipe, que cette inspection individuelle cesse, cette inspection individuelle qui met tant de hiérarchie dans l'éducation nationale, qui est si pesante pour tant d'enseignants,
est finalement pas si efficace au vu, si on peut se permettre de dire ça, au vu des résultats comme ça au bout, quoi, que les enseignants soient inspectés en équipe. Permettez-moi de terminer mon propos par des diapos un tout petit peu plus détaillés sur la formation. Alors vous l'avez ici, vous avez de la chance, parce que ce n'est pas le cas de toutes les SP, je peux vous le dire. Mais nous insistons dans cet avis, Jean-Paul Delahaye insiste dans son rapport, pour qu'enfin tous les enseignants en formation initiale et continue soient formés à la connaissance des différents milieux sociaux, soient formés à la connaissance de ce que c'est que la grande pauvreté. Alors vous l'avez ici, si la mémoire est bonne, c'est en option. Évidemment, non pas dans nos rêves, mais dans nos écrits, là, c'est pas en option. Ça serait plutôt obligatoire. Comment imaginer qu'un enseignant, débutant, jeune ou moins jeune, peu importe, quand il arrive, comment il fait? Quand il arrive dans un quartier où il n'habite pas, où il ne connaît pas du tout la façon dont vivent les habitants du quartier. Vous savez, j'y reviens à ces quartiers difficiles. On arrive comme enseignant dans un quartier dit difficile, on n'habite pas là. Ça, c'est un fait, c'est comme ça depuis 20 ans. Les enseignants, petit à petit, n'habitent plus le quartier où ils enseignent. C'est comme ça, peu importe, c'est des évolutions de notre société. Il faut faire avec. Mais pour faire avec, il faut que les enseignants prennent le temps et un temps de formation, de compréhension de ce que c'est que de vivre dans un quartier, entre guillemets, difficile. Que ce que c'est que de vivre dans des logements qui n'ont pas été réhabilités. Que ce que c'est que de n'avoir aucun espace pour jouer, pour les jeunes, pour se défouler, pouvoir jouer au foot, pouvoir retrouver les copines. Rien. Qu'il n'y a pas de centre social dans le quartier. Je vous prends le pire des cas, mais bon, il y en a des cas comme ça, je veux dire. Que c'est un coin rural et qu'il n'y a rien, où les jeunes n'ont aucun lieu pour se retrouver. Voilà. Connaître le quartier, le lieu où vivent vos élèves, pas chez eux évidemment, pas non plus, parce que quand on dit ça, on s'est aperçu avec Jean-Paul Delahaye que quand on parle de ça, du coup il y a des enseignants qui ont mis en place d'aller visiter le quartier. Vous savez, au moment de la pré-rentrée, on préconise dans nos rapports d'aller prendre un temps dans le quartier. Et du coup, ils ont mis en place un petit bus qui fait le tour du quartier. Mais non, c'est pas un petit bus, hein. On y va avec les élus locaux, avec des parents, avec les gens de la mission locale, avec les gens du centre social, que sais-je, de la mairie, bon, voilà. Et on va visiter pour comprendre dans quoi vivent les élèves que vous aurez toute la journée. Et comprendre ensuite, ça vous donnera des clés pour comprendre ensuite les réactions de vos élèves, pour comprendre qu'ils peuvent être agités comme ils le sont à longueur de cours et que vous en avez assez, qu'ils soient agités comme ils le sont à longueur de cours. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors évidemment, former les enseignants aux différentes pédagogies, j'en ai déjà parlé. La formation entre pairs, la formation à l'analyse de pratique. Alors là, c'est la représentante d'ATD Quart Monde qui parle. Je ne me permettrai pas de parler au nom du CESE pour ce que je vais dire. C'est-à-dire que dans notre système scolaire, on avait mis en place dans des REP+, les quartiers les plus défavorisés, le plus de maîtres que de classes. Ce que je peux dire, on expérimente là cette année de faire des classes de CP à 12 et du coup d'enlever le plus de maîtres et d'avoir des CP à 12. Je vous livre juste mon scepticisme.
Mon scepticisme parce que si pour l'école de la réussite de tous, les enseignants doivent travailler en équipe, si on recommence à les mettre seuls, avec 12 élèves, et qu'on n'a plus d'enseignants en plus dans l'école, eh bien ils ne vont plus travailler en équipe. Et ça, c'est dommage et dommageable. Ils ne vont plus avoir ces possibilités d'analyse de pratique qu'ils ont avec le plus de maîtres que de classes. Analyse de pratique, ils l'ont tous dit. Tous ceux que je suis allée voir dans le 93, l'année dernière, ils le disaient. Au début, ils râlaient, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau dispositif, c'est normal, quand on change quelque chose dans votre lieu de travail, ça bouscule, on râle un peu, on est un peu perturbé. Mais finalement, ils se sont rendus compte, au bout d'un an, que c'est bien pratique d'avoir un enseignant de plus, pour pouvoir aller voir dans la classe de l'autre ce qui s'y passe, pour pouvoir comprendre la pédagogie qu'il emploie, pour pouvoir comprendre comment il fait et pour pouvoir ensuite débriefer ensemble, en parler. Voilà, l'analyse de pratique, vraiment, vraiment essentielle. Un tout dernier point sur l'évaluation. Avec les nouveaux programmes, on en parle souvent assez peu, mais il y a tout un volet d'évaluation. Et pas une évaluation qui sanctionne, qui décourage, une évaluation qui encourage, qui permet, qui donne envie à l'élève de rentrer dans les apprentissages, qui donne envie d'apprendre, parce que cet élève peine, parce qu'il a du mal à rentrer dans les apprentissages, eh bien cette évaluation, elle l'encourage, elle lui permet d'y aller. Voilà, je vais m'arrêter là. Attendez. Stop, 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 stop. Alors, comme j'ai pas envie de prendre des valises à roulettes trop importantes, et puis je veux pas gâcher nos forêts, si ça n'intéresse pas tout le monde, c'est pas la peine. Donc j'en ai juste amené 3 d'avis, comme ça. Mais vous voyez, je vous laisse mon mail. Donc si vous voulez recevoir un ou plusieurs exemplaires en format papier, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez un mail, vous me donnez votre adresse postale, je vous le fais envoyer. Voilà, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent ensuite, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez un mail, je vous réponds, il n'y a aucun souci. On est là pour dialoguer, pour avancer ensemble sur cette question de grande pauvreté, réussite scolaire. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. C'est pas des petits mots, c'est pas, je veux pas me gausser avec ça, c'est vraiment essentiel. Un tout dernier point, pendant des années, on a eu 150 000 élèves qui sortaient chaque année du système scolaire avec rien. Rien. On ne savait pas où ils étaient. Alors il n'y a pas de quoi se gausser, hein. Il y en a encore 85 000. C'est mieux, mais il y en a encore 85 000. Ce que je peux dire de ce que je vois dans certains départements, c'est qu'il y a des directions académiques qui prennent les choses à bras-le-corps et des directeurs académiques qui veulent savoir tout ce que sont devenus ces jeunes qui sont sortis du système scolaire pour pouvoir leur proposer des choses. C'est très important, très important. C'est l'avenir de notre démocratie, je vous l'assure. Voilà, je vous remercie.